à tous. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce second épisode de notre web-série RH, entièrement consacrée à la gestion des salariés en agriculture. Donc, je suis Christelle Defeuvre, je suis conseillère formation pour Vivea et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Morgane Husson. Bonjour à tous. Qui va relayer tout au long de ces 45 minutes vos questions dans le chat. Je suis également accompagnée aujourd'hui par notre expert des questions en ressources humaines, donc Frédéric Duval de l'Union des CUMA. Bonjour. Et également de Benoît Gauthier. Donc Benoît qui est éleveur vache allaitante, également. Bonjour Benoît, grande culture, et Benoît, vous accompagnez des salariés, notamment en CUMA. Nous allons donc passer 45 minutes ensemble. Vous rappelez avant de démarrer que Vivea, c'est bien votre fonds d'assurance formation. On finance vos formations professionnelles et nous sommes représentés par les 4 syndicats agricoles et les principales structures agricoles. Ces 45 minutes sont dédiées aujourd'hui à l'anticipation et à la gestion des conflits avec son salarié. Vous allez pouvoir poser tout au long de ce webinaire des questions, soit grâce à l'onglet Conversation qui s'affiche tout en haut de votre écran, ou bien par l'intermédiaire de l'icône Questions-réponses. Alors, pour lancer le sujet qui nous intéresse autour de la gestion des conflits, nous allons vous proposer une vidéo qui met en situation le thème de notre webinaire sur un ton un peu décalé et un peu humoristique. Donc Morgane, c'est parti pour la vidéo. Je crois que je suis vraiment une bonne employeuse. Je le laisse faire, en autonomie, même pas besoin de lui dire quoi faire. Totale confiance. Il a l'air heureux de bosser ici. Pourquoi il me dit rien? Jamais un conseil, rien de rien. Comme si j'étais pas là. Il s'en fout vraiment de moi, en fait. Les salariés adorent travailler en silence. Ça, je le sais. Là, au moins, je prends soin de lui. J'ai dû lui faire un truc qui lui a pas plu et du coup, elle me fait la gueule. Ouais, franchement, j'ai jamais vu une patronne comme ça. On sent qu'on avance dans le même sens, les mêmes objectifs professionnels, comme si on bossait ensemble depuis des années. Ah là là, moi qui avais peur de ne pas savoir manager un salarié. Je peux au moins dire merci quand je fais un truc. Rien de rien, je nettoie les tables, je fais le suivi sanitaire des animaux, je gère même l'irrigation et pas un bravo. Il a pas intérêt à me faire un reproche. En plus, il est 14h, j'ai faim, on finit toujours à pas d'heure. Alex, ce serait bien qu'on aille contrôler le tracteur avant d'aller préparer les sols, non? Ça serait bien, parce que le reste c'est pas bien, c'est ça? Ah mais franchement, ben si c'est bien en fait, un compliment ça mange pas de pain. Hein. Hey, c'est facile de faire la gueule, moi aussi je peux faire la gueule, tout le monde peut faire la gueule, les pommes elles peuvent faire la gueule si elles veulent. J'ai faim. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Très bien, merci Morgane. Alors, nous allons retrouver Frédéric et Benoît. Et notamment, on va démarrer avec Frédéric qui va nous partager son analyse synthétique de cette vidéo qui nous présente une situation spécifique en lien directement avec notre sujet sur la gestion des conflits. Alors Frédéric, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments que vous avez retenus à travers cette diffusion? Oui, bien sûr, c'est une vidéo moi, que je trouve très humoristique et puis qu'on voit régulièrement dans les cas que l'on peut voir en formation. C'est quelle communication on veut avoir avec le salarié. Dans la communication, je dirais qu'il y a les deux parties. C'est qu'est-ce que j'émets comme info et qu'est-ce que je reçois. Et donc, la communication, elle est entre le salarié et l'employeur, parce qu'il y a deux personnes. Mais c'est les deux, finalement, il y a une absence de communication, mais les deux sont en faute. Et comment on va faire en sorte que l'employeur, parce que c'est quand même lui qui va maîtriser les choses, peut derrière instaurer une communication saine. C'est plutôt comme ça que je le verrais.
Et derrière, qu'est-ce que j'y vois? C'est au moins l'employeur, je pense, qui dit il a l'air d'être heureux ici, c'est de penser à la place de l'autre. Et ça, c'est souvent une erreur que l'on fait. C'est pas vrai que dans les relations employeur-salarié, c'est vrai dans toutes les relations à deux personnes. Et à toutes les généralités, les salariés adorent travailler en silence. Il y a totale autonomie, totale confiance. Enfin, il y a plein de cas possibles sur lesquels on pourrait travailler et derrière faire en sorte d'améliorer la communication. Mais c'est vraiment pour moi, c'est la communication qui serait l'axe principal. Très bien. Alors, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. On a vu donc dans cette scénette Marie qui donc accompagne son salarié Alex et en compagnie donc de notre éleveur témoin, donc Benoît. Alors, si Benoît, vous arrivez à remettre votre caméra pour qu'on puisse échanger avec vous à l'écran. Très bien. Merci, merci Benoît. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail si vous voulez bien. Et donc, Frédéric, vous allez pouvoir décortiquer un petit peu plus la situation autour de cette gestion de conflit avec l'éclairage au fur et à mesure de Benoît, notre professionnel. Oui, donc du coup, le conflit a plusieurs étapes. Là, on est sur finalement, il y a un petit conflit ou une mésentente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est en conflit au début. C'est-à-dire que le salarié n'a pas mangé, mais c'est une mésentente finalement. Est-ce qu'on est à un quart d'heure près, une demi-heure près? Donc c'est pas forcément très grave. Au début, il y a pas de souci. Donc tranquillement, ça monte, le conflit monte, on est plus sur les faits. Donc là, lorsqu'on est sur les conflits de faits, on est plutôt sur les couleurs vertes qu'on voit, la durcissement des positions, la polarisation du débat, passage à light. À partir de ce moment-là, eh bien, on peut trouver une solution en interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un intervenant extérieur pour dire, eh bien, on va discuter entre nous. Et ça, je pense que c'est important. Chaque personne est capable de trouver la solution à partir du moment où on arrive à communiquer. Et il faut faire le pas de dire, je communique pour trouver quelle va être la solution. Soit la solution, eh bien, j'ai envie de l'apporter. En tant qu'employeur, je l'apporte et je suis plutôt sur un management directif. Soit finalement, je vais adapter mon management pour être plus facilitateur, informatif, et donc faire en sorte que le salarié derrière puisse apporter aussi ses solutions. Donc là, on est sur les faits et donc on va mener son management, je dirais, en fonction de ce que l'on a envie de porter en tant qu'employeur. On n'est pas tous adaptés pour faire tous les modes de management qui existent. C'est comment on veut prendre sur le dos ce management-là et aussi l'adapter aux salariés. Enfin, vous êtes sans doute tous employeurs, ou certains sont employeurs, et on ne manage pas de la même manière avec chaque salarié. Et c'est ça qui est important, je pense, de s'adapter aux salariés, et donc c'est ce qui va permettre aussi une désescalade du conflit. Donc là, on est sur l'escalade du conflit, donc sur les trois premières parties, on est sur les faits. À partir du moment où le conflit arrive, plus sur les faits, mais sur les personnes, on commence à avoir des alliances. Alliances, un salarié ou deux salariés contre l'employeur, deux salariés contre un autre salarié, pourquoi pas deux associés contre un salarié. Et là, on n'est plus sur les faits, mais on est plutôt sur les personnes. Quoi qu'il se passe, la personne, elle aura tort, parce que du coup, il y aura une coalition, et quelle que soit l'initiative qu'elle va prendre, eh bien, ce sera pas bon, ce sera pas bien. Et donc là, ben, les alliances, les attaques, l'isolement, comment on va isoler l'autre, pourquoi pas le menacer, puis une attaque de l'un, riposte de l'autre, et il y a des menaces comme ça. Et là, on est souvent sur le deuxième niveau, et souvent le but, c'est de prendre l'ascendant sur l'autre, de gagner, et l'autre de perdre. Et là, on commence à toucher la personne, et lorsqu'on est le perdant, on ne veut pas perdre. Donc on va continuer le cycle de façon à pouvoir y gagner. Jusqu'au moment où on voit peut-être qu'il y a bien, on ne pourra, dans ce conflit, on ne pourra pas gagner. Et des fois, on arrive donc plutôt là, sur les trois dernières marches du conflit, où, eh bien, si on ne peut pas gagner, dans le conflit, on va dire, ben, je ne peux pas gagner, mais je ne veux pas perdre non plus. Ou si je ne veux pas que l'autre gagne. Et là, on est plutôt sur du perdant-perdant. Et comment on va faire pour dénigrer l'autre, détruire l'autre? Et je dirais que la dernière étape, c'est l'effondrement en commun.
comment on va faire que la situation conflictuelle, eh bien, je ne mange peut-être pas, on peut reprendre l'exemple, je ne mange pas, je sais pas, c'est peut-être 12h30, l'heure où vous le mangez le salarié, eh bien, je ne mange pas, il est 14h, ben, comment on va faire en sorte que finalement, il n'y a pas de reconnaissance du salarié, il n'y a pas on va être sur des choses plutôt d'ordre général, plus sur les faits, et derrière, eh bien, comment on va s'effondrer tous les deux pour ne pas revenir en arrière. On ne pourra plus revenir en arrière à partir du moment où on se sera effondrés tous les deux. Et là, on aura peut-être la fin du contrat de travail. Mais le but, justement, de la formation management, c'est comment on va faire pour faire la désescalade et ne pas arriver dans le rouge. À partir du moment où on est dans le vert et le orange, on arrive à monter et descendre. On ne peut pas avoir, moi je dirais que dans une relation à deux personnes, c'est pas vrai qu'employeur-salarié, à partir du moment où on est deux personnes, on n'est pas toujours sur un flux identique. Ça monte, ça descend, la relation, mais après, il faut pouvoir, comment on va faire en sorte pour respecter l'autre, l'un et l'autre. Donc voilà un petit peu comment je verrais l'escalade du conflit, comment voilà, je travaillerais sur ce cas-là. Après, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples sur tout ce qu'elle a dit, il y a plein d'exemples possibles. Alors, justement, on peut peut-être s'appuyer sur l'expérience de Benoît avec ses salariés, sur ce que vient de nous présenter Frédéric et l'escalade du conflit. Est-ce que vous avez, Benoît, quelques témoignages à nous livrer? Déjà, dans votre posture de manager, on a entendu tout à l'heure Frédéric nous parler de manager facilitateur, si j'ai bien compris, et qui doit aussi s'adapter. Benoît, est-ce que vous avez un témoignage à nous apporter sur votre posture et la relation avec les salariés pour ne pas monter dans cette escalade? Moi, pour me présenter, moi je suis donc en polyculture élevage. Depuis 4 ans, je suis seul sur la ferme. Avant, j'avais été en GAEC pendant 4 ans également. Je suis responsable salarié à la CUMA de l'Arche à Barret. À la CUMA, donc il y avait on a embauché une nouvelle secrétaire en janvier suite au départ en retraite de la secrétaire qui était là depuis 30 ans. Et puis, donc il n'y avait pas de chauffeur jusqu'en 2019. Et depuis 2019, on a créé un poste de chauffeur, un deuxième poste de chauffeur 2 ans plus tard. Et puis en 2022-2023, on a créé 2 postes en groupement d'employeurs, donc des postes d'animaliers en CUMA. Donc aujourd'hui, ça fait une équipe de 5 personnes, dont 4 à plein temps. En termes d'encadrement, en fait, le fait en plus de créer les postes, à chaque fois, on s'est rendu compte donc on a un petit peu appris sur le tas, on va dire, au début. Une des particularités, après, d'une part en CUMA, c'est aussi le management en collectif, où on est plusieurs, on peut être plusieurs. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour manager à plusieurs ou pas. Alors, moi, j'ai le poste de responsable. Après, j'ai aussi des collègues sur qui m'appuyer. Je pense que c'est aussi valable en GAEC, ou sur les formes sociétaires à plusieurs, où le management à plusieurs doit aussi s'harmoniser entre les responsables. C'est aussi important qu'on soit un peu tous formés pareil quand même. Sur ce que disait Frédéric, en effet, on a à s'adapter aux salariés. Les salariés ont aussi un petit peu à s'adapter aux responsables. Mais malgré tout, il faut qu'on ait des méthodes un peu communes pour le faire, et des trappes communes. On n'est pas tous capables de manager pareil. On a tous un peu nos spécificités, mais malgré tout, nous faut des outils en commun pour le faire, Après, on se les approprie en fonction de chacun, mais c'est quand même important d'avoir des outils en commun, et des trames communes, Donc voilà, vous pouvez me rappeler. Très bien, merci effectivement pour cette importance d'avoir une entrée, une posture commune. Benoît, dans votre expérience auprès des salariés, puisqu'on est sur la thématique d'anticipation et gestion des conflits, est-ce que vous avez, vous ou vos collègues, rencontré des situations conflictuelles? Si oui, quelles étaient l'origine de ces conflits? Et d'ailleurs, on peut aussi poser la question aux participants. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas avec l'onglet conversation à nous dire quelles sont les principales sources de conflits que vous pouvez rencontrer aujourd'hui et comment justement
désamorcer, éviter de rentrer sur cette escalade. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous partager? Ouais, bah alors oui, un exemple concret. Pendant 1 an ou 2 ans, on a été avec un seul salarié, donc ça se gérait relativement bien, dans le sens où on avait une proximité, on se voyait régulièrement, un peu quotidiennement même. Alors, c'est pas forcément un atout, des fois, le quotidien. C'est pas forcément facile de mettre des choses en place. Et puis ensuite, on a eu une année un saisonnier. Le premier saisonnier, en fait. Il s'est avéré que le saisonnier, alors ça se passait plus ou moins bien entre les deux. Et puis le saisonnier, alors il n'a pas fini sa mission sur le CDD. On a appris en fait à la fin, enfin juste à ce qu'il parte, en fait, il avait plutôt des problèmes de dépression, des problèmes personnels, pas des problèmes ou une maladie, hein, enfin, mais, et ça, on s'en est rendu compte un peu à la fin. Mais ceci dit, il y a eu tout un petit temps de latence où c'était comment est-ce qu'on gère. On voyait bien que ça allait moins bien, mais on savait pas trop comment. Ça mettait une distance entre les deux, et même avec les responsables, c'était comment est-ce qu'on gère ce genre de choses. Et donc, en fait, en effet, c'est pas évident. Et aujourd'hui, alors, après s'être formé et puis avec un peu d'expérience, en effet, je pense qu'on est un peu mieux armé, nous, aujourd'hui, pour le faire, où on s'attache à pas réagir à chaud, en tout cas. On s'attache à pas réagir à chaud et à créer des moments de discussion. Ça demande beaucoup d'écoute, en tout cas quand on est responsable. Ça demande aussi de faire descendre des messages. Mais c'est de créer les moments où on veut soit faire passer des messages ou soit en recueillir, en tout cas. Et de ne pas les faire au milieu d'un chantier, de ne pas le faire au milieu d'une récolte de pommes. Enfin, voilà, c'est de créer ces moments-là. Et voire même nous en CUMA de pouvoir les faire à plusieurs, quoi. Donc ça demande de la préparation un petit peu, de se coordonner pour savoir qu'est-ce qu'on veut récolter comme info ou qu'est-ce qu'on veut faire passer. Donc voilà, ça on s'est fait. Aujourd'hui on le gérerait différemment, c'est clair, ce genre d'incident entre guillemets, quoi. D'accord, très bien. Alors, n'hésitez pas aussi à nous partager, hein, si vous avez des petites astuces, comment vous organisez ces temps importants de communication avec les salariés. Est-ce qu'on entend, Benoît, hein, qu'il est important de bien prendre le temps, les organiser pour maximiser l'écoute et la compréhension dans la gestion des conflits. Je reviens vers Frédéric. Donc, Frédéric, vous nous avez bien expliqué l'enchaînement et ce qui pouvait provoquer la montée, l'escalade vers des situations qui peuvent arriver jusqu'à des points de blocage. On peut peut-être poursuivre, Frédéric, par rapport à vos propos, justement sur cette communication orale qui semble être quand même le centre qui doit être le centre de la préoccupation du chef d'entreprise dans la gestion des conflits avec son salarié. Oui, on peut. Et ce que je voulais revenir, ce qui est important, c'est on sait que le conflit va toujours une escalade, va toujours monter. Et c'est comment être acteur de la désescalade. C'est ça qui est important, et c'est comment derrière, en tant qu'employeur, on peut se faire accompagner pour ça. Donc, en formation, en coaching, il y a plusieurs accompagnements possibles. Mais ça permet vraiment de savoir. L'objectif, quand même, c'est de ne pas laisser le conflit perdurer ou aller jusqu'au bout. Enfin, dans 99% des cas. Et pour ça, c'est important d'écrire avec des faits réels. Benoît disait, ne pas être dans la réaction, et moi je dirais ne pas être seulement dans la réaction, parce que de la réaction, souvent, on est humain et on a tout de suite une réaction. C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à un coup de théâtre, il a cassé la machine, il a pas, enfin voilà, on est humain, on va réagir. Après, c'est comment on apprend à réagir de façon audible et de pas, de façon à ce que ce soit pour être entendu et ne pas être seulement dans la réaction. Et donc, comment on va décrire les faits et comment on va arriver à être d'accord sur ces faits. Derrière, c'est là où les sentiments, je pense que c'est important. Alors moi, je pense que c'est important en tant que médiateur d'expliquer l'impact. C'est-à-dire que expliquer ces sentiments vis-à-vis, admettons, d'une case machine.
Eh bien, pourquoi pour nous, c'est important que cette case-là ait une incidence pour l'exploitation, pour peut-être pour l'activité de la structure, peut-être voilà, il y a peut-être plusieurs incidences, et de l'expliquer, ça permet aussi de comprendre et de faire comprendre à la personne en face de nous pourquoi on réagit comme ça. Et après, là, justement, on est dans l'échange. Et ça permet aussi de comprendre l'autre pourquoi il est peut-être peut-être qu'il s'en fiche. Lui, il a beaucoup de recul et il voit pas l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise. Mais c'est vous, en tant qu'employeur, de pouvoir l'exprimer. Donc, ce que vous nous dites, Frédéric, c'est être pédagogue, c'est capital, hein, expliquer pour mieux comprendre. Est-ce que, Benoît, ça a une résonance chez vous, le fait effectivement d'être pédagogue et prendre le temps d'expliquer? Bah oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Après, c'est aussi, faut être pédagogue, donc faut expliquer pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi est-ce qu'on peut expliquer notre management aussi. Nous, on a certaines spécificités, enfin chaque CUMA a ses spécificités sur les organisations. C'est aussi que les salariés se les approprient et puis les comprennent. En fait, après, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise organisation ou de décision ou de façon de faire. On fait que des choix. Donc, c'est comment est-ce qu'on explique nos choix, qu'ils les acceptent. Après, c'est pas parfait. C'est comment est-ce qu'on arrive à récupérer ces imperfections derrière. De les assumer pour notre part. Et puis si c'est en effet, c'est aussi source de progrès hein, derrière cet échange-là. Donc, mais oui, c'est hyper important ça d'être pédagogue, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on veut telle chose et de telle façon. Ça, c'est hyper important. Mais de la même façon, on arrive à progresser également, nous, en recueillant les avis des salariés à ce moment-là. En fait, ça se construit. Enfin, nous, on a construit les postes aussi de cette façon-là et on voit bien que c'est hyper important. Et puis, c'est intéressant pour le salarié, pour les responsables aussi, parce qu'on n'a pas. Leur retour de ce qu'ils font, c'est aussi super important. Donc, c'est de la pédagogie et puis de l'échange dans les deux sens, quoi. Ouais. Très bien, merci. Frédéric, donc vous nous proposez sur le support. C'est exactement ce qu'a dit Benoît. Hein, c'est comment on formule une demande claire d'amélioration. Et cette demande claire, eh bien, ce qui est important, c'est aussi comment on s'améliore à deux et comment ça arrive à s'améliorer. Et plus on va impliquer, alors ça c'est plus mon style de management à moi, mais plus on va impliquer le salarié et plus elle sera mise en place cet engagement cet engagement et d'amélioration, c'est ce que je veux dire, cet engagement d'amélioration. Derrière, et on pourrait rajouter aussi derrière, c'est comment on va vérifier que l'amélioration on va aboutir à cette amélioration-là. On pourrait mettre des critères d'aboutissement. Ce serait, là, en 15 minutes, on ne peut pas tout dire, mais derrière, mettre des critères communs, de dire, ben, on saura qu'on a bien travaillé à partir du moment, eh bien, on aura ramassé X pommes ou taillé tant de pommiers. Et là, ben, ça permettra voilà, de pouvoir être heureux, on va dire, employeurs et salariés, dans la relation. Donc, effectivement, vous dites que c'est important et peut-être sécurisant aussi pour le salarié d'avoir ce retour sur des faits, comme vous le dites, hein, et rester sur des faits. Et qu'on ne peut pas tout dire sur notre webinaire, hein, sur le fait de mettre en place des critères d'amélioration. Alors, la formation permet d'aller beaucoup plus loin. Benoît, vous avez suivi une formation responsable salarié en CUMA, comment manager efficacement. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui a été abordé en formation et surtout ce que ça vous a apporté dans votre quotidien et votre rôle de chef d'entreprise employeur? Alors, ce qu'on a abordé, il y a les différents types de management là, que Frédéric a évoqué. Enfin, c'est certaines règles fondamentales sur le management. Moi, ce que ça m'a apporté, surtout, c'est surtout des outils techniques. Alors déjà, quel temps proposer aux salariés, que ce soit les entretiens individuels, des entretiens professionnels, comment est-ce qu'on fait un entretien de recrutement également.
qui est aussi très important sur une première impression qu'on peut dégager. Donc, on a abordé, enfin, moi, j'ai retenu beaucoup de choses là-dessus. Ça nous a permis d'avoir des trames sur la conduite des entretiens, une méthode aussi pour les aborder, ces entretiens, et notamment en plus à plusieurs. Donc ça a été vraiment très utile. Donc voilà, c'est beaucoup d'outils techniques. Et puis dans la formation, c'est vrai que nous, la formation là, qui a été proposée par les CUMA, on était entre responsables et salariés, des salariés de CUMA qui ont des prérogatives de management, donc des chefs d'atelier ou autres. Et cet aspect échange entre responsables et salariés également, parce que eux aussi, on n'a pas tout à fait les mêmes postures, même si on encadre des gens, était aussi super intéressante pour qu'on se comprenne, en fait, pour que les deux parties, entre guillemets, se comprennent, quoi. Donc ça, pour moi, ça a été utile, parce que c'est vrai que les entretiens annuels, on les fait depuis 2 ans, depuis 2 ou 3 ans, mais c'était un peu archaïque, on va dire, sans beaucoup de méthodes. Et c'est vrai que les derniers qu'on a fait cet hiver étaient beaucoup plus structurés, mieux organisés. On avait une trame commune, on s'est répartis entre plusieurs groupes, histoire d'être efficace et puis de ne pas être trop nombreux face à chaque salarié. Donc chaque salarié avait reçu une trame avant, qu'on avait eu en formation. Il l'avait regardé ou pas, mais il l'avait tous regardé finalement, en fait. Et puis en fait, ça a été beaucoup plus constructif que les autres années où on voit bien que chacun est allé se servir de la trame au moment, à l'endroit là où il en avait le plus besoin, où il voulait nous solliciter le plus. Et donc, ça a été quand même plus fructueux, ces entretiens cette année, avec plus de méthodes, quoi. On le voit bien, quoi. C'est quand même plus, c'est plus riche, c'est plus construit, quoi. Donc pour ça a été vraiment utile. Très bien. Merci, Benoît. Alors, je vois Morgane. Donc, Morgane, je suppose qu'il y a des questions ou des témoignages. Oui, je profite de l'intervention de Benoît justement pour vous partager un retour d'expérience de monsieur ou madame Bouillet qui partage donc justement la réalisation d'un entretien individuel avec un salarié à mi-temps qui allait démissionner. L'entretien annuel a été fait du coup en amont et permis d'échanger sur les souhaits d'évolution, faire le bilan et finalement amener aussi des perspectives d'amélioration prochaines. Donc finalement, au final, ce salarié est bien parti pour cause de déménagement. Mais comme nous le dit monsieur ou madame Bouillet, c'est que ça a permis au moins de remettre à plat et d'être fixé. Donc c'est vrai que ça montre l'importance de l'entretien annuel individuel structuré pour pouvoir à la fois faire le bilan et en même temps amener des perspectives. Alors bon, ce n'était pas là pour ce cas, mais des perspectives d'évolution ou d'amélioration pour vous en tant que chef d'entreprise dans les cas où les salariés restent par la suite. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage. Sur cet exemple, si je peux me permettre, eh bien, ce que je trouve intéressant, c'est justement, après une formation, c'est comment on va être dans l'écoute active du salarié. Parce qu'il y a plusieurs manières de poser la question en entretien annuel, comment ça va, ou comment, enfin, et selon comment on va poser la question, on n'aura pas les mêmes réponses. Et l'ouverture des questions, c'est là où, eh bien, on peut l'apprendre en formation. Et ces formations-là, Benoît parle de technique, mais c'est ça qui va nous permettre derrière de pouvoir enclencher et avoir un bon échange avec son salarié. Et on peut pas, les agriculteurs sont pas, je dirais, ils sont pas tous fait une formation DRH dans leur cursus. Et donc, du coup, ces petites clés permettent en formation d'une journée, 2 journées, de dire, ben ouais, comment je vais changer ma posture. Et ça change tout après dans la relation. Tout à fait. Tout à fait. On a aussi une question de Catherine Mahé. Bonjour, nous sommes en train de rédiger un livret d'accueil destiné aux saisonniers. Quels éléments sur la gestion de conflits faudrait-il y noter? Est-ce qu'il y a des textes de référence ou des éléments sur lesquels elle peut s'appuyer dans la rédaction de ce livret d'accueil? Je réponds, qui est-ce qui veut répondre? Je ne sais pas, moi. Alors, il existe des livrets d'accueil. Il en existe plein et dans toutes les filières, tout le monde a fait ses livrets d'accueil. Donc, il en existe, je pense, pas mal sur les moteurs de recherche.
Il existe aussi une autre manière de faire, mais là, ça va pas ça va pas répondre maintenant parce qu'il faudrait un an de recul, mais il existe des rapports d'étonnement qui sont intéressants à faire avec des saisonniers ou des salariés, c'est-à-dire que je, au bout de 15 jours ou 3 semaines, après l'embauche, je vais donner une feuille simplement recto au salarié avec une trame et qui va pouvoir noter sur l'accueil, sur le travail, tout ce qui l'étonne, tout ce qui est en positif, mais tout ce qu'on peut améliorer. Et ce retour, lorsqu'on a plusieurs salariés ou plusieurs saisonniers, permettra d'améliorer son accueil et pourquoi pas de faire un livret d'accueil plus adapté après aux saisonniers. Par exemple, quand on avait fait nous, un rapport d'étonnement d'un jeune salarié qui était embauché sur une coopérative, le point positif qu'il avait retenu, c'est l'accueil. Tout le monde est venu pour faire un pot d'accueil, pour me présenter, donc j'étais reconnu comme une personne importante de l'ACUMA. Alors que c'est pas vrai dans toutes les coopératives. Il n'y a pas des pots d'accueil dans toutes les coopératives. Et là, il l'avait organisé. Donc pour lui, c'est un point positif. Le point amélioré, c'est ben, quand on m'envoie dans telle ou telle parcelle, je ne sais pas où c'est, il n'y a aucune carte hygiène. Et donc, c'est des petites choses. Des fois, lorsqu'on accueille des saisonniers, de pouvoir s'organiser spatialement, ben, c'est peut-être important. Mais après, des livrets d'accueil, il y en a plein. Il y a plein de bonnes choses dans toutes les filières. Oui, tout à fait. Merci Frédéric. Donc on voit effectivement que l'anticipation aussi des conflits, c'est de proposer dès l'embauche du salarié de bonnes conditions effectivement d'accueil, et le livret d'accueil peut être un outil intéressant. Est-ce que Benoît, au sein de l'Union des CUMA, vous avez des outils type livret d'accueil qui permet justement d'apporter un plus au moment de l'intégration? Ou une autre façon de faire que le livret d'accueil? On ne l'a pas fait. C'est très sommaire, enfin, si ce n'est une feuille avec tous les contacts et les responsables. Après, dans la mesure du possible, on envoie soit des messages ou si par chance ils peuvent être là, si on les embauche juste avant l'Assemblée générale, c'est un bon moment pour les présenter en tout cas. Ensuite, non, on n'a pas, enfin nous, on l'a pas fait en tout cas. C'est peut-être une chose à faire pour l'avenir, mais je sais que ça peut se faire. On peut se faire accompagner aussi pour le faire. Mais en effet, c'est un peu propre à chaque structure, en tout cas pour les CUMA ou qui sont tellement spécifiques. Après, pour des saisonniers, je ne sais plus exactement la question là de la personne, mais c'est au moins d'identifier que le saisonnier qui arrive sache à qui s'adresser, quand et comment, en cas de besoin, quoi. Enfin, quel que soit le besoin, en fait, que ce soit pour des réclamations bonnes ou mauvaises, mais c'est à qui s'adresser, quand et comment je peux toucher cette personne, quoi. Très bien. Merci. Par exemple, pour répondre aussi, par exemple, je crois que c'est le réseau CUMA Ouest qui a mis une affiche d'accueil. C'est-à-dire que ils ont créé une affiche d'accueil, comment bien accueillir un salarié. Alors, c'est pas un livret, c'est pas le même objectif. L'objectif, c'est de le mettre dans la salle de pause, de le mettre dans un endroit où tous les salariés passent, et lorsqu'il y a un nouveau salarié, de pouvoir passer les différents points. C'est pas écrit derrière comment on accueille, c'est quoi le contrat, mais en fait, il y a un petit dessin pour chaque chose qui a à faire à l'accueil. Et donc ça doit être c'est disponible sur les réseaux, sur le réseau. Au pire, on pourra l'envoyer à la personne si elle le souhaite. Très bien. Donc, c'était Catherine Maille, effectivement, qui posait la question. Est-ce que… alors, on arrive au terme, il est midi, il nous reste 10 minutes, il est midi 20. Avant de conclure sur l'éclairage de notre expert RH Frédéric et de notre éleveur Benoît, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou d'autres témoignages. En conclusion, Frédéric, sur qu'est-ce qu'on peut retenir d'important aujourd'hui, des mots-clés à retenir pour mieux anticiper et gérer les conflits, qu'ils soient le salarié avec son chef d'entreprise ou entre salariés aussi, parce que les conflits à gérer, c'est parfois des conflits entre salariés. Ah oui, oui. Ça pourrait être très bien aussi entre employeurs. Il y a plein de… Étant médiateur, moi, je vois tous les conflits possibles. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? En tant que conseiller, on est souvent appelé lorsqu'il y a le feu. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait le feu total pour dire, eh bien, on va faire quelque chose. Il faut un coup de théâtre pour que tout d'un coup, eh bien, on se dise, ouais, allez, maintenant c'est bon, on y va. Une fois sur deux, c'est souvent trop tard. Parce que souvent, on arrive avec un aspect juridique,
Et donc, l'aspect juridique fait qu'il y a la communication quand même un petit peu rompue. Ou, eh bien, on va arriver sur un départ de salarié, on va négocier. Donc là, c'est trop tard. Et ce qui est important, je pense, c'est comment avoir ces signaux faibles en tant qu'employeur eh bien, je sens que l'équipe part, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le faire. Et finalement, c'est à ce moment-là, pour moi, en tant que conseiller, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. C'est là où on peut modeler les choses, c'est là où on peut aussi inclure les salariés. Parce qu'il faut pas, pour moi, c'est pas à l'employeur, c'est comme ça que je le vois, c'est pas à l'employeur de tout porter. Mais pour autant, c'est comment il va annoncer les choses pour que tout le monde puisse porter ce bien-être dans l'entreprise. Et ça, il faut le faire dès le début. Et c'est pas, et dans la manière de manager, eh bien, ça diffère un petit peu les choses et ça met une dynamique différente dans l'entreprise. Très bien, merci. Merci Frédéric pour ces éclairages. Merci Benoît pour ces témoignages. Alors justement, Frédéric nous dit ce qui est important, c'est de ne pas attendre, ne pas appeler quand c'est le feu, c'est plus complexe. Alors une manière effectivement de bien anticiper, eh bien, c'est de pouvoir se former. Là aujourd'hui, on a échangé tous ensemble sur le volet de la gestion des conflits, mais les thématiques RH peuvent être, ressources humaines et accompagnement de ses salariés peuvent être très larges. Alors, ce que je peux vous proposer, et je vais départager notre écran, ce que l'on peut vous proposer pour continuer sur ces formations en ressources humaines, eh bien, c'est de se retrouver sur notre site Internet. Donc, je vous propose de vous présenter à l'écran. Donc, normalement, vous devez l'avoir à l'écran. Frédéric, on a bien à l'écran? Oui, c'est bon. C'est parfait. Alors, si vous souhaitez justement mieux anticiper et vous former sur ces thématiques ressources humaines, on vous invite à vous connecter sur notre site internet vivea.fr et vous avez un onglet formation. Dans cet onglet formation, vous pouvez sélectionner les formations en gestion des ressources humaines dans le bandeau de gauche. Ensuite, vous pouvez sélectionner votre département et puis les dates à partir desquelles vous souhaitez vous former. Et vous aurez accès à l'ensemble des formations qui s'ouvrent sur votre territoire sur les 3-4 semaines à venir sur cette thématique. Vous en avez une, par exemple, à l'écran avec le nombre de places et vous pouvez vous préinscrire. Voilà. Alors, je vous rappelle, parce que je pense que c'est une information importante, chez Vivea, vous pouvez bénéficier jusqu'à 3 000 € par an pour vous former, toutes thématiques confondues. 3 000 €, ça représente en moyenne 12 jours de formation par an. Alors, tout dépend des thématiques sur lesquelles vous allez vous former, mais sur une moyenne, on est à 12 jours de formation par an. Donc, soit effectivement, vous avez des formations qui vous sont mises à disposition sur notre site et qui correspondent à vos besoins, mais sinon, si vous n'avez pas de formation sur notre site internet qui répond à vos attentes, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos structures habituelles qui peuvent aussi être à votre écoute et vous proposer des formations adaptées. Vous pouvez aussi nous appeler, vous pouvez m'appeler en tant que conseillère et je peux également vous orienter sur des formations qui peuvent répondre à vos besoins. Je vous propose, pour terminer notre webinaire, je vais revenir sur notre écran. Alors, ce webinaire, donc c'est notre deuxième épisode en région Pays de la Loire. Nous avons encore un troisième et dernier épisode qui va se dérouler le jeudi 6 mars 2025 de 11h45 à 12h30. Alors, Morgane va proposer dans le fil de conversation à la fois un lien vers les formations sur notre site internet qui sont en cours et également un lien, voilà, merci Morgane, et également le lien pour vous inscrire à notre dernier épisode de notre web-série saison 1 sur la thématique « Comment estimer son besoin en main-d'œuvre ». Je remercie une dernière fois Benoît Gauthier pour sa disponibilité ce matin et son témoignage. Merci également Frédéric pour ses apports en tant qu'expert des questions ressources humaines.
C'est une initiative nouvelle à Vivea, cette web série RH, et nous sommes très intéressés avec ma collègue Morgane pour recueillir votre avis. Donc, on vous propose de flasher le QR code avec votre smartphone si c'est possible. Sinon, Morgane vous propose le lien dans la conversation. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien pour que vous puissiez nous donner votre retour sur cet épisode, ce qui nous permettra de poursuivre en apportant effectivement des améliorations pour bien répondre à vos attentes en tant que chef d'entreprise. Merci beaucoup à tous et nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt pour le dernier épisode de notre saison 1 de nos web-séries RH. Au revoir à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir, merci à tous.